Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. Une émission exceptionnelle à l'occasion de la 3e commémoration de l'explosion du port de Beyrouth avec des femmes dont la vie a basculé ce 4 août 2020 à l'image des familles des 235 victimes de cette explosion. Des familles de victimes qui, 3 ans après ce jour funeste, n'ont toujours pas fait leur deuil. Et comment peut-on le faire lorsque leurs proches sont arrachés à la vie, parfois sous leurs yeux, sans explication, sans réponse? Quelle justice lorsque l'État est totalement absent, il s'est même détourné. Il a oublié parce que l'histoire nous a appris que cet État a la mémoire courte. Quelle justice lorsque les instances juridiques sont bloquées en proie aux querelles internes, pressions politiques ou autres. Nos invités aujourd'hui se battent précisément pour cette justice et pour la vérité. Et lorsqu'elles se battent, elles le font au nom de celles et ceux qui sont partis, au nom des 7500 personnes blessées, au nom des 150 personnes devenues handicapées et au nom de celles et ceux qui ont tout perdu. Elles se battent aussi pour que l'âme de Beyrouth, voire du pays, revive. Parce qu'il est totalement faux de croire que sous des dehors de légèreté, de fêtes, de restaurants pleins ou d'expatriés qui reviennent, tout va bien à nouveau. Tracy Najjar, Cécile Roucos et Tania Alam, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Tracy, vous avez perdu votre fille Alexandra ce 4 août 2020. Elle est devenue le symbole de cette explosion, le symbole de ces victimes, une des plus jeunes victimes de cette explosion. Que s'est-il passé ce jour-là ? En fait, ce jour-là, on était à la maison. C'était la période du Covid, en fait. Donc, on était confinés. Donc, Paul et moi, on travaillait de la maison. Et vers 6h, 18h, en fait, il y a des amis qui étaient chez nous, des enfants, des amis Alexandra, qui partent. Et Alexandra se pose au salon, elle joue avec ses petites poupées. Et moi, je retrouve Paul et un ami à nous qui était là. Et on discutait. Et puis, on entend la première explosion. Et franchement, c'était pas très proche. Le son était assez loin. On s'est dit, ça doit être encore un attentat qui vise une certaine personne politique. Et donc, on commence à chercher un peu sur les réseaux sociaux. Et puis, il n'y avait rien. Et là, Paul qui se baladait au salon, parce qu'en fait, on habite juste face au port, nous dit, venez voir, il y a de la fumée qui sort. Et on s'approche des vitres. Et en fait, tout ce que je raconte, ça dure en fait 2 minutes. Hein. Et là, je commence à entendre ce que j'ai cru croire que c'était un son d'avion. Je ne sais pas si c'était le cas ou pas. Et donc, je dis à Paul et à l'ami, éloignez-vous des fenêtres, courez vers l'intérieur, c'est des bruits d'avion. Et je cours, j'essaye de porter Alexandra. Et au moment, en fait, où j'essaie de la prendre dans mes bras, j'entends un bruit très bizarre, je me retourne et je vois la baie vitrée se faire vraiment absorber vers l'extérieur. C'est comme un film. Et là, je me dis dans ma tête, c'est foutu. Et juste à ce moment-là, il y a quelque chose qui explose. Moi, on n'a pas entendu le bruit de la bombe. On était déjà inconscients, en fait. Et Lexo et moi, on vole à peu près 10 mètres. Et à ce moment, je vois Lexo qui était juste pas très loin de moi. Je la couvre. Et puis, je sens une porte tomber sur ma tête. Et à ce moment, je me dis, bon, c'est bien, c'est sur moi parce que Lexo est couverte. Et puis, je perds conscience complètement, en fait. Et voilà, ensuite, Paul, qui avait aussi perdu conscience, se réveille l'ami, et nous retrouve, Alexo et moi, sous 3 grandes portes, 3 mètres, des machines d'essie, donc le temps qu'ils enlèvent le tout, et puis ils me réveillent. Et Alexo était plus ou moins réveillé, en fait. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Alexo allait bien à ce moment-là. Elle était en train d'essayer de me parler, elle me disait « maman, maman, maman ». Et donc l'ami qui était avec nous dit « écoutez, je vais descendre voir ce qui se passe en bas ». Parce qu'en fait, à ce moment-là, nous, on se dit « moi, je ne vais pas bien ».
J'ai eu 6 côtes cassées, 4 vertèbres cassées, j'avais la tête pleine de sang, j'avais un poumon décollé, j'avais une grosse bosse sur le visage, etc. Donc ça n'allait pas, j'avais très mal et j'avais du mal à rester consciente en fait. Et au moment où l'ami descend, on commence à remarquer que Lexou commence à perdre conscience elle aussi, donc il y a quelque chose de faux. Le problème, c'est qu'il n'y avait rien d'apparent en fait. Elle n'avait pas une blessure, pas une bosse, pas un bleu, parce que comme je l'avais couvert, on ne voyait rien, donc on ne savait pas trop. Mais on a commencé à assumer que c'était quelque chose à l'intérieur de la tête. Et donc voilà, cette amie qui était avec nous remonte et nous dit il n'y a pas de Jemez. Parce que nous, au moment même, comme beaucoup de personnes, je pense, on se dit c'est en dessous de la maison. C'est quelque chose qui est juste là. C'est probablement une attaque. Et ils ont visé l'immeuble. Et donc il nous dit, c'est pas juste l'immeuble, c'est tout Jemez, il n'y a rien. On n'a pas le choix, vous devez descendre. On va descendre à pied, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien. Et on va courir vers les hôpitaux. Et donc à ce moment-là, c'est bon. Lexou, enfin, plus ou moins perd conscience. Et donc on s'est dit, bon, il faut courir. Et on se dirige au premier hôpital, c'est l'hôpital, un hôpital juste à côté de la maison, l'hôpital du Rosaire, et puis il n'y a pas d'hôpital. Et donc on commence à marcher, on se dirige vers la Croix-Rouge de Jemez, et le petit de la Croix-Rouge sort et nous dit « je peux pas, il n'y a pas d'ambulance, on peut pas circuler ». Donc on continue à marcher, et puis là moi je n'arrivais plus à marcher, c'était fini. Et donc j'ai dit à Paul « écoute, prends Lexou et courez, parce que moi je peux plus, j'arrive pas, je vais trop vous retarder ». Et Jean-Marc, qui est l'ami qui était avec nous, on essaiera de vous retrouver, on se parle, on verra. Et Paul commence à courir, et puis lui, il n'en peut plus aussi, et Lexou commence à avoir du mal à respirer. Et donc finalement, il arrête une petite mobilette, et il lui dit « est-ce que tu peux me prendre à l'hôpital, ma fille va mal ». Et il le prend, ils vont à l'hôpital Saint-Georges, où d'ailleurs Tania était. Et une fois qu'ils arrivent, il n'y a pas d'hôpital non plus, sauf qu'il y avait une ambulance qui venait d'arriver. Ils étaient en train de prioriser les enfants et les ambulances, donc ils montent dans une ambulance, ils vont à l'Hôtel Dieu. Entre-temps, moi, on m'arrête une voiture et on me prend à l'hôpital Reza parce que c'était plus proche, il y avait trop d'embouteillages ce jour-là. Et voilà, le lendemain, alors que j'étais censée rester une semaine à l'hôpital, le lendemain, je retrouve Lexou à l'Hôtel Dieu et ça dure jusqu'au 7 août. Mais elle est décédée du choc sur la tête. Oui, en fait, au début, on pensait qu'elle s'était cognée la tête. Mais comme il n'y a rien, il n'y avait rien. Tu te cognes la tête, il y a une bosse, il y a du sang, tu sais comment ça se passe. Mais là, il n'y a rien, alors que son crâne était complètement fissuré. Et donc, l'analyse la plus logique qu'on a, c'est le choc de l'explosion qui a fait exploser le crâne de l'extérieur. C'est pas qu'elle s'est cognée la tête. Parce qu'elle est petite, en fait. C'est ça. Vu son âge, c'était pas assez développé encore et pas assez dur. Et donc, c'est le choc de l'explosion qui lui a fait ça. Il y a beaucoup de cas comme ça, en tout cas, apparemment. Oui. On va revenir vers vous. Je vais écouter les témoignages des autres familles de victimes et on reparlera de Lexou. Cécile, merci d'être avec nous. Vous êtes la sœur de Joseph Roukoz qui travaille pour la CMA-CGM. Que s'est-il passé ce jour-là? Merci de nous recevoir. Joseph travaillait dans la société que vous avez dite. C'était pas son tour de travailler là-bas. Alors, il remplaçait un employé, un ami. On ne savait pas qu'il était là-bas. Moi, j'étais dans le bureau. J'ai cru que, comme a dit Tracy, que c'était à côté de nous. On a senti un tremblement de terre avant et après le son de l'explosion. Après, on a reçu des messages sur WhatsApp disant que Joseph, il est dans le port. Sa femme, elle disait, j'ai perdu... Joseph est là-bas et j'ai perdu... j'étais en train de parler avec lui et je ne peux plus le recevoir. Je n'ai pas pu conduire du bureau à la maison. On a commencé à chercher dans tous les hôpitaux. Chaque minute passait comme des éternités. On le trouvait nulle part. C'était très dur, voyant les blessés dans les hôpitaux. Moi, j'habite dans un quartier tout près de l'Hôtel Dieu. J'ai fait Hôtel Dieu, j'ai vu que les blessés étaient en train de venir
pas dans les Croix-Rouges, les voitures, mais dans des voitures pick-up, parce qu'il n'y avait plus de voitures qui emmenaient les blessés. C'était horrible de voir les blessés, comment ils étaient, le sang coulé jusqu'à dehors. On est resté jusqu'à 4 heures du matin, chercher, mais on n'a pas trouvé. On l'a retrouvé le lendemain, à la fin de la journée. Il était dans un hôpital public. On a retrouvé la dépouille le lendemain. Comment il est décédé? Je ne sais pas. Il n'y a pas de... Non, j'ai cherché pour savoir comment c'était, mais j'ai demandé à une amie, Rachel Kalam, de m'envoyer les photos. J'ai cru que peut-être je peux voir la photo de mon frère. Elle m'a dit, je ne peux pas t'envoyer les photos parce que tu ne peux pas résister. C'est très fort. Donc vous n'avez pas vu en fait votre frère Mon frère l'a vu. Il ne m'a pas laissé ni à moi, ni à mes sœurs et ma mère. Il ne nous a pas laissé voir la dépouille. C'est très dur de ne pas voir un frère. Oui, je Oui. comprends et c'est la situation de tellement de familles de victimes. Et je suis désolée de vous refaire vivre ça, mais je crois qu'il faut rappeler aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent que les personnes qui sont parties avaient des familles, des enfants, des frères, des sœurs, des parents, et que ce n'était pas des numéros qu'on est en train de donner à la fin d'un rapport. Et donc, il y a une douleur qui est encore présente et je la sens sur vous. Je vais passer à vous, Tania. Vous étiez présente, vous, oui. Lorsque votre époux, vous étiez à l'hôpital grec orthodoxe, et votre époux est décédé devant vous. Oui, on était ensemble, on avait un rendez-vous pour une consultation en fait qui était pour moi. Donc il m'accompagnait et la clinique était magnifique. Le médecin était un ami d'ailleurs et en rentrant, il lui avait dit « mais tu as une vue imprenable sur le port, c'est très beau ». C'est quel étage? C'était le premier en fait, le premier étage. Et puis après que la consultation était presque terminée, la première explosion, nous voyons la fumée. C'était une explosion très forte, mais elle était encore... on n'a pas senti le sol bouger. On s'est quand même éloigné des vitres. C'est un réflexe que nous avons déjà au Liban. Et nous étions collés l'un à l'autre en train d'envoyer un message à nos garçons pour les prévenir que tout va bien. Parce que notre maison est assez loin finalement du port. Et le message était parti, enfin. Le message était à peine parti que, comme Tracy, je vois la même chose. Je vois vraiment les fenêtres, les vitres se gonfler, venir vers moi. Et moi, j'entends le bruit, un bruit effroyable, apocalyptique. Et je réalise que je suis projetée en arrière. Je vole littéralement et je perds connaissance. Quand je retrouve mes esprits, ça doit être quelques instants plus tard. J'ai le corps dans l'autre sens, carrément, retourné. Et je suis couverte de sang. Je ne sais pas qu'est-ce qui saigne, mais j'ai les cheveux collés sur le crâne. Le sang sort de mes yeux, de mon corps entièrement. Et j'appelle Freddy, j'appelle le médecin. En fait, nous étions 5 dans cette clinique. Quand j'ai perdu connaissance, je me réveille et on n'est que 3. Le médecin a reçu un coup sur la tête. Freddy, je le vois couché sur son ventre. Donc j'essaie de le retourner et là je vois qu'il a la gorge complètement tranchée, avec du sang qui sort mais à profusion. Et là, panique totale. J'essaie d'arrêter le sang avec mes mains, je n'arrive pas. Je prends la blouse blanche du médecin qui est encore sonnée parce qu'il avait reçu un coup sur la tête et j'essaie. Et je réalise qu'il ne réagit pas. Je demande au médecin s'il respire. Alors lui me dit oui, un peu. Et puis il essaie d'aller pour chercher de l'aide. Entre-temps, le téléphone sonne et il est sur le portable de Freddy. En fait, était sous lui. Donc je glisse la main sous son corps avec tous les débris et c'est mon fils qui appelle. Et je lui dis il faut envoyer de l'aide parce que ton papa ne respire plus. Et voilà. Et j'attends là que quelqu'un vienne en maintenant la blouse sur son corps.
Et les premières personnes arrivées sont les membres de notre famille parce que personne ne pouvait venir, dont un médecin qui me dit « il n'y a plus rien à faire là, maintenant tu dois aller prendre soin de toi ». Et finalement, on me dit qu'il est parti. Et c'est la vitre, en fait. En fait, après coup, nous avons su, par le rapport du légiste, qu'il a été tué sur le coup. Il avait la vitre qui lui avait coupé la gorge et percé les poumons. Donc il n'avait aucune chance. Et il était déchiqueté. Son corps était déchiqueté. Et là, je le laissais parce que je n'avais pas le choix. Je me vidais de mon sang, moi aussi. Et mon fils m'appelle. Vous étiez blessée? J'étais blessée de partout. En fait, je ne savais pas. Et finalement, ce n'étaient pas des blessures extraordinaires qui ont nécessité une hospitalisation, mais j'ai dû être recousue et j'ai encore des cicatrices sur le visage et sur les bras. Et là commence la deuxième partie du calvaire. Il fallait trouver un hôpital. Alors, j'ai laissé Freddy avec la famille. Ils sont attendus là, sur le sol, pendant 5 heures, afin que quelqu'un puisse venir le transporter. Et moi, je cherche un hôpital avec des amis et des membres de la famille. Et je finis à Babda, parce que personne ne nous prenait. Et là, j'ai la chance d'être prise en charge. Et bien prise en charge, j'étais privilégiée parce que j'ai reçu une anesthésie et j'ai été soignée sur un brancard. Privilège que n'ont pas eu beaucoup d'autres personnes, finalement. Tout à fait, ce jour-là. Et je rentre seule à la maison. C'est un jour qui a changé vos vies à jamais, en fait. Tracy, pour revenir vers vous, je ne vais pas vous dire, je sais que c'est la chose la plus difficile qui puisse arriver à un parent de perdre un enfant et de le perdre dans ces circonstances-là. Comment vous faites, Paul et vous, au quotidien? Comment vous avez avancé? C'est la question qu'on se pose en tant que parents, pour tous les parents qui nous regardent. Combien est-ce important d'avoir une réponse? Ce sont des questions qui se bousculent, qu'on entend beaucoup. Et donc voilà, je commence avec ma première question. Comment vous faites tous les deux? Écoute, je vais juste une petite parenthèse sur ce que tu dis. C'est très difficile de perdre un enfant, effectivement, mais tu sais, beaucoup de gens nous parlent et nous disent la chose la plus difficile, vous êtes le pire. Vous avez perdu un enfant, c'est le pire. Tout est relatif, en fait. Moi, j'ai perdu ma mère il y a 10 ans de ça et c'était le plus grand malheur de ma vie. Et je me suis dit exactement ce que je me suis dit quand j'ai perdu Lexou. Comment je vais vivre, comment je vais faire sans ma mère. Je suis fille unique, c'est ma mère, on est fusionnel et tout. Et puis, c'était pour moi le pire sentiment. Comment est-ce qu'un enfant peut perdre un parent? Et aujourd'hui, j'ai perdu ma fille et je me dis, comment est-ce qu'un parent peut perdre son enfant aussi? Donc, tout est relatif. Je pense qu'on a aussi de mérite à continuer de notre vie que Tania qui a perdu son mari ou que Cécile qui a perdu un frère, parce que tout est relatif. On ne sait pas c'est quoi quand on le vit pas. C'est vrai. Alors, pour revenir à ta question, comment est-ce qu'on a fait? En fait, c'est une décision qu'on a prise, tu sais. C'est le moment où j'ai pensé, en fait, que Lexou pourrait partir. J'étais dans la chambre à l'hôpital Rézé encore, j'avais pas vu Paul et Lexou et je m'étais dit, c'est fini, je peux pas vivre. Je ne vivrai pas. Si elle part, je ne vivrai pas, je ne veux pas. Et en fait, quand je les ai retrouvés à l'hôtel Dieu, j'ai vu Paul, c'était fini. C'est comme si j'avais eu une apparition devant moi. Voilà, j'ai vu Paul et je me suis dit, en fait, je disais vraiment des bêtises. Il y a Paul qui est là, on est un couple, on est à deux, on est les deux parents. Et je ne peux pas lui faire ça, en fait. Et je veux continuer avec lui. Enfin, c'est notre vie, c'est notre fille. Ce n'est pas mon malheur, c'est notre malheur, en fait. Et juste avant donc quand les médecins nous ont appelés pour nous dire, écoutez, il faut rentrer à la chambre chez Lexou parce que c'est fini, ça se fait. C'est dans les prochaines minutes qu'elle partira. J'ai pris Paul de côté et j'ai dit, écoute, je l'ai vécu avec ma mère et ça va être pire. Ce qu'on va vivre maintenant va être affreux, 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 affreux. Ça va être très difficile, mais on a une vie. Et il faut qu'on se décide tous les deux. Est-ce qu'on se dit, notre fille est partie, on s'arrête? Ou bien est-ce qu'on se dit,
pour elle et pour nous, on va continuer la vie. Et il m'a dit non, on va continuer. Je lui ai dit d'accord, donc ça va, il faut qu'on se mette tous les deux d'accord, il faut qu'on communique, il ne faut pas qu'on se renferme l'un sur l'autre. Il ne faut pas que tu te dises je ne vais pas pleurer, je vais rester fort devant elle parce qu'elle va mal. Non, il faut qu'on se parle, on est à deux dans ça, on ne va pas se lâcher, je ne vais pas te lâcher et on y arrivera avec le temps. T'inquiète pas. Et on est rentré et ça s'est fait. Et après, en fait, ce que je pense qu'on est tous dans ça, on n'a pas eu un moment de répit en fait. Donc on rentre à la maison le lendemain, donc le 8 août, le jour de la manifestation, c'était le jour de l'enterrement de Lexou. Et on rentre à la maison, nos amis nous laissent et vont à la manifestation tous. Et c'est ce soir même où on commence les entretiens en fait à la télé. Au début on avait refusé et puis on s'est juste mis de côté, Paul et moi, on s'est dit... c'est une bagarre qu'on doit faire pour elle. C'est dur de faire des entretiens, là, c'est pas le moment, mais on est obligé, parce que c'est là que ça commence. Et bon, depuis, c'est ça. Donc, pour te répondre, il y a notre couple, et c'est la force la plus forte que... Donc c'est là que vous puisez, en fait, votre force pour pouvoir avancer. C'est notre couple, c'est Lexou. C'est pour elle qu'on le fait. C'est le peuple. Parce que sans ce peuple, pas tout le peuple, mais une grande majorité quand même, qui nous soutiennent énormément. Tu sais, on reçoit des messages nous disant vous nous donnez de l'espoir, vous nous donnez la force, mais c'est eux qui nous donnent de l'espoir et de la force. C'est les victimes, parce qu'on n'est pas seul. Et je pense que c'est très important dans ce qu'on vit de ne pas être seul. Et on est un groupe quand même de... On n'est pas un groupe de 235 personnes, 236 personnes. On est un groupe peut-être de 40-50 personnes, mais qui sont tout le temps ensemble. Nous sommes tout le temps ensemble, en train de travailler sur une même lignée. Et aujourd'hui, on a un petit garçon, donc Axel, qui nous a sauvés en fait. Et pour lui aussi, nous ne pouvons pas lâcher. Forcément, on reparlera de ce groupe et on parlera dans la deuxième partie de l'émission de l'enquête en fait et où elle en est. Cécile, je voulais vous demander, Joseph avait des enfants. Oui. Ils étaient très jeunes. Il a un fils unique. Ah oui, il est jeune. Moi, je ne suis pas mariée, je vis avec ma mère. L'absence de Joseph est très difficile pour elle aussi. Elle ne cesse pas de pleurer. Tu sais, parfois, je retourne du bureau et j'entends ses pleurs jusqu'à l'ascenseur. C'est très dur jusqu'aujourd'hui. 3 ans après. Donc, le temps n'a pas... Non, du tout. Et c'est dur de voir la mère qui pleure tout le temps. Nous, on est 5 filles, sœurs et garçons. 3 filles et 2 garçons. Joseph était le premier garçon qui est venu, qui est né après 2 filles. Et vous savez, le garçon qui porte le nom de la famille, ils étaient tous très contents quand il est né. Joseph, il est très, très généreux. Il y a 2 ans de différence entre lui et moi. On est très proches. Il s'est marié, mais il est très proche de nous. Tu sais, il ne m'appelait pas Cécile. Il me disait tout le temps « Heurté ». Tu as dit que les gens regardent l'explosion de différents angles. Ce ne sont pas les victimes, ce ne sont pas des nombres. C'est vrai parce que moi, quand je vois l'explosion, le champignon, les gens, peut-être, ils le voient comme une explosion. Mais moi, je vois Joseph qui vole. On n'a pas les mêmes points de vue que les gens. Revenant à son fils, malgré le petit âge d'Anthony, il garde tout le temps beaucoup de souvenirs avec son père parce qu'il lui accordait beaucoup de son temps. Tout ce qu'il fait à l'école, des activités, il les dédie tous à son père. Et est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement psychologique? Non. Donc, il n'y a pas eu... est-ce que vous sentez que vous avez besoin? Est-ce que la famille, est-ce que votre mère, le fils de Joseph, est-ce que... C'est une question que je vais vous poser à toutes les 3, en fait, parce que la santé mentale est tellement importante dans ce genre de situation. Donc, aujourd'hui, vous vous reconstruisez seul, en fait. Votre famille se reconstruit. On est une famille très proche. On s'aime beaucoup. Peut-être que c'est une thérapie à nous, je crois. Ça aide forcément de sentir cette union. Tania, vous qui avez 2 garçons, oui. Comment ça s'est passé dans les jours qui ont suivi l'explosion? Et comment aujourd'hui
ils voient le Liban parce que vous m'aviez dit qu'ils ne sont pas là tout à l'heure. Écoutez, évidemment, c'était très très difficile parce que j'avais la chance de partager la vie d'un homme exceptionnel depuis 20 ans et je ne le dis pas parce que je l'ai perdu, mais ceux qui le connaissent savent qu'il était exceptionnellement intelligent, exceptionnellement bon, bienveillant, très proche de ses amis, de la famille. Donc c'est une grande chance que nous avons eu tous de vivre ça en famille et je pense que ça nous a donné beaucoup de force et ça nous a donné beaucoup d'amour pour les années à venir. Donc je pense que nous avons Vous avez rempli un stock. Oui, nous avons une bonne réserve qui va durer. Et c'était très difficile de se reconstruire. Moi, je l'ai épousé par choix, par amour. Et aujourd'hui, littéralement, je vis à moitié parce que j'ai perdu ma moitié. Mais le jour où je suis rentrée, après l'explosion, j'avais 2 garçons. À ce moment-là, ils avaient 15 et 17, assis sur mon lit en me regardant avec des yeux vides. J'ai vu la panique, j'ai vu la terreur. Et comme Tracy a vu Paul, et elle s'est dit non, parce que moi aussi j'ai pensé, quand j'étais assise à côté de lui, j'ai pensé qu'il valait mieux en finir, ici et là. C'était tellement plus simple. Puis je vois mes garçons et je vois que c'était très important que je sois forte. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, je n'ai pas le choix. Parce que le seul choix que j'ai, c'est de continuer. Et il faut dire qu'eux aussi m'ont beaucoup aidée parce qu'ils ne me laissent pas faiblir. Et nous avons été très entourés par la famille, les amis. Et c'est une sorte de thérapie, effectivement. Moi, je n'exclus pas du tout l'idée d'aller voir une thérapeute ou avoir de l'aide pour moi, pour les garçons. Mais jusque-là, je pense qu'on s'en sort pas mal et que le jour où ça ira moins bien, on le fera. Et vous, Tracy? Pareil. Tracy, Tania, Cécile, vos témoignages sont très émouvants. J'aimerais parler de l'enquête locale, une enquête que vous suivez, Cécile, de très près. Vous êtes vous-même avocate. Où en est-on? Blocage total aujourd'hui, dû aux ingérences de la classe politique qui ne veulent pas les investigations. Ils veulent entraver les investigations. Dès le premier jour, ils ont désigné le juge Fadi Sawan. Dès qu'il a commencé son travail, et qu'ils ont vu qu'il a accusé une certaine classe politique, alors ils l'ont recusé pour des raisons banales et qui ne sont pas fondées, disant que sa maison a été endommagée et il ne peut pas être impartial. Alors le juge Tariq Bitar a été désigné pour succéder au juge Fadi Sawan. Il a étudié son dossier. Alors le mois 7, il a commencé aussi à accuser les mêmes personnes, des anciens ministres et des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. Plus que 40 actions en récusation et transfert du dossier arrivant à présenter des actions devant un tribunal qui n'est pas formé et dont la formation nécessite un décret ministériel. Le ministre des Finances refuse de signer ce décret. On a fait 4 fois des protestations, 2 fois sous sa maison et 2 fois on est allé pour lui rendre visite, Pierre Jmeïel et moi, dans son bureau. Ce n'était pas une visite amicale. On lui a dit que la légalité de ce décret ne revient pas à lui parce que c'était pour le ministre de la Justice et le CSM. Mais lui, il n'a pas signé et le décret est resté chez lui pour plus de 4 mois. Sans aucune raison, que le chef du Parlement, Nabih Berri, c'est lui qui a ordonné à ce que ce décret ne soit pas signé. Donc c'est lui qui vous a dit que le président du Parlement... Non, c'était le président du gouvernement qui nous a dit on voulait faire un sit-in chez lui. Il a dit pourquoi vous voulez faire un sit-in chez moi. C'est pas moi qui a ordonné qui a refusé de signer ce décret. C'est Nabih Berri qui a ordonné au ministre des Finances de ne pas signer. Ce sont les ingérences politiques
dans le dossier, qui ne veulent pas, que la vérité soit connue. Et aujourd'hui, on voit que la situation est totalement bloquée. Que prévoyez-vous pour l'étape suivante en tant que famille de victimes? Tout est bloqué dû aux ingérences politiques. Il y a eu 5 ministres qui ont eu affaire avec ce dossier. Ils ont tous violé la loi. Commençons par Fehmi. Il a promis de donner la permission de poursuivre le directeur général de la sécurité générale, Abbas Brahim. Il a refusé ça. On a protesté sous sa maison. Il y a eu des frappes pour les parents des victimes. Aussi, le ministre de la Justice, il a voulu désigner un juge suppléant au juge Tariq Bitar. Or, c'est une hérésie légale qui n'est pas fondée. Le ministre des Finances, je vous l'ai dit, il a refusé de signer le décret. On a vu aussi le juge Waidat. Oui, à la lumière de tout ce blocage, le juge Tariq Bitar, il a fait une analyse le permettant de retourner sur le dossier, basée sur une jurisprudence. En réaction à ça, parce qu'il a accusé le parquet, en réaction, le parquet général, près de la Cour de cassation, il a chargé le juge d'instruction de plusieurs délits, dont usurpation de pouvoir. Et maintenant, le juge d'investigation, il est maintenant accusé. Le président de CSM, du Conseil supérieur de la du Conseil suprême de la magistrature, il a nommé le président Habib Rizallah pour investiguer à propos de l'usurpation de pouvoir. En plus, il est interdit de voyager. Imaginez-vous. Donc avez-vous prévu de mettre une pression quelconque au niveau local? On a fait avant des manifestations, on a protesté, on a allumé des pneus et ce n'est rien à comparer avec quand il y a l'injustice dans plusieurs pays. Mais on a été poursuivis, nous, familles des victimes, au lieu de poursuivre les accusés et ceux qui sont responsables de ce crime, ils poursuivent les familles des victimes. Oui, on a vu ça. Et donc là, c'est une situation d'attente pour tout le monde, globalement, je parle au Liban. Parce on est dans une impasse, oui, maintenant, mais on attend la décision de Habib Rizallah. Et est-ce qu'il vous a promis, est-ce qu'il y a eu une promesse quelconque, d'une réponse quelconque proche? Non, parce que les procédures sont secrètes, alors on attend la décision, mais on ne va pas rester comme ça. On va, après 4 août, si les choses n'avancent pas, on va prendre des mesures. C'est ça ce qu'on voulait savoir. Je voulais revenir vers vous, Tania, parce que je sais que vous suivez à l'international un peu, vous mettez une certaine pression, vous croyez que ça peut plus avancer de l'étranger? Alors pas plus, mais face à ce blocage intérieur dû à l'ingérence politique et à la corruption, parce qu'il faut dire et se rappeler toujours que cette explosion du 4 août est l'exemple ultime de la corruption, de l'impunité, de la culture d'impunité qui sévit au Liban depuis des décennies, et surtout du manque de gouvernance et du système judiciaire politisé. Donc face à tout ça, il serait intéressant de noter que une enquête internationale, des procédures à l'international serait une solution qui soutiendrait l'enquête au Liban et créerait une sorte de pression. Donc dans cet état d'esprit-là, beaucoup des familles de victimes, des groupes des droits de l'homme, des ONG, et que ce soit au Liban ou à l'étranger, sont en train de travailler pour l'établissement d'une mission d'enquête impartiale et indépendante auprès du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Et il y a beaucoup de lettres qui ont déjà été envoyées. Nous sommes toujours en train de suivre ceci.
nous pensons que cette enquête d'établissement des faits serait vitale parce que d'abord, elle pourrait soutenir non seulement l'enquête au Liban, mais aussi toutes les procédures, et je vais en parler après, qui se font à l'étranger, parce que nous avons besoin aussi de faits documentés et des preuves. Et deuxièmement, ceci créerait une pression aussi sur les responsables libanais qui sont en train de bloquer l'avancement de l'enquête. Mais vous ne croyez pas que ça va être compliqué l'accès aux informations de ces enquêteurs internationaux, si cela se fait, ne va pas être compliqué parce qu'ils ont besoin de venir au Liban, d'avoir accès... Ça a été déjà fait. Ce n'est pas un tribunal international. Attention, c'est juste une mission d'établissement de faits. Ça a été fait et vous ne pouvez pas savoir. Ils ont tout un réseau d'investigateurs qui peuvent très bien faire leur travail. Ça a été déjà fait et ce n'est pas difficile. Ce qui est plus difficile, c'est que nous avons été, nous avons vu qu'il y avait un désintérêt et une indifférence à l'international pendant très longtemps, pendant les dernières années. C'est maintenant que ça commence à bouger un peu avec le Parlement européen qui a établi une résolution qui a appelé à la création de cette mission d'enquête, qui a appelé aussi à des sanctions ciblées sur ceux qui étaient en train d'arrêter l'avancement de l'enquête. Et avant aussi, le Conseil des droits de l'homme, sur l'initiative de l'Australie et 38 membres, avait condamné tous ceux qui empêchaient l'enquête d'avancer. Donc on commence à avoir un intérêt sur le terrain international et nous sommes en train de poursuivre tout ça. Tracy va en parler aussi. Je voudrais juste noter que d'un autre côté, c'est très important de savoir qu'il y a des procédures légales sur le plan international qui se font. Et moi j'ai présenté aussi avec un groupe d'Américains, 9 Américains, une procédure au Texas contre une société TGS qui est suspectée d'avoir payé et choisi le navire Rosseuse pour transporter le nitrate à l'intérieur du port de Beyrouth. Et c'est une action civile en réparation, mais aussi qui va aller en discovery. Donc si ça continue, nous avons demandé des informations et des documentations sur le contexte de cette transaction. Ce qui est très important aussi, c'est de savoir qui est impliqué. Bien sûr. En France, il y a aussi une procédure pénale qui a été ouverte d'office parce qu'il y a des victimes françaises. C'est une procédure qui regroupe beaucoup de personnes déjà. Il y a toute une série de procédures, d'actions qui vont être présentées à l'étranger, que ce soit au Canada, en France, en Belgique et dans d'autres pays européens, en Australie. Et ceci est très important, donc j'appelle les gens qui ont une nationalité étrangère, qui sont binationaux ou seulement étrangers, de nous contacter parce que non seulement c'est leur droit d'obtenir justice aussi dans leur pays. Bien sûr, c'est un message qu'on lance à toutes les personnes. Exactement. Même si ce ne sont que des dommages matériels. Oui, même si c'est important. Tout le monde peut présenter des actions, que ce soit qu'ils aient perdu une personne, qu'ils aient subi des dommages physiques ou qu'ils aient eu des dommages matériels. Donc, qui est le contact qui vous contacte à vous et je vous donnerai. D'accord. Nous sommes en Donc, train de créer une plateforme. Pour les personnes qui ont une double nationalité, il faut savoir qu'il y a une procédure qui est enclenchée et qui est ouverte aux citoyens des pays que vous avez cités. Oui, et même les autres, s'ils peuvent. Nous sommes en train de préparer une plateforme où ils peuvent envoyer leurs questions, mais pour le moment, ils peuvent le faire par votre intermédiaire. Oui, vous pouvez toujours envoyer sur notre page, sur la page de l'émission sur Instagram ou par message sur ma page, puisque Encore une petite observation. Il faut savoir aussi que nous sommes en train de mettre ces personnes en contact avec des avocats qui travaillent pro bono. Ça veut dire pour minimiser les coûts, pour que les gens ne prennent pas peur, parce que les coûts sont considérables. Ça, c'est aussi un message très important, c'est que ça ne vous coûte rien et c'est votre droit.
c'est ça le plus important. Oui. Je vais revenir à vous, Tracy. Vous croyez que la procédure locale ne va pas aboutir et qu'il n'y a comme solution aujourd'hui qu'une procédure ou une enquête, entre guillemets, internationale? Pas du tout. Pas du tout, du tout. En fait, depuis le début, Paul et moi, on a décidé de se concentrer un peu plus sur l'international parce que de l'histoire qu'on a vécue, les différents attentats qui se sont passés, et on n'a jamais rien su en fait. C'est malheureusement encore ces mêmes personnes qui sont au pouvoir et ça se reproduit. Sauf que cette fois, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un politicien, c'est vraiment des gens qui sont... c'est une petite fille, c'est un papa, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la politique, c'est des gens innocents qui se sont fait tuer chez eux, dans leur maison. Donc on a décidé de penser un peu plus à l'international pour avoir plus d'options. C'est vraiment juste ça. Finalement, nous sommes des victimes, nous sommes des personnes normales. Enfin, nous ne sommes pas tous avocats, nous ne savons pas. C'est un cas c'est une des plus grandes explosions de l'histoire du monde. Et nous ne savons pas, en fait. Nous essayons de nous entourer le plus possible. Ça, c'est très important de savoir ça. Nous sommes entourés de NGOs, nous sommes entourés d'experts qui nous aident et qui nous aident à avancer aussi. J'ai de l'espoir pour la justice locale aussi. C'est juste que nous sommes obligés aujourd'hui d'avoir plein d'options. Parce que, comme tu as pu le voir, enfin, nous sommes très déterminés à arriver à cette justice. Et si ça nous coûte, comme on le fait aujourd'hui, de travailler matin, midi et soir sur ça, nous le ferons. Nous avons un groupe de personnes, dont d'ailleurs, comme tu as bien pu le voir, avec Cécile, qui sait vraiment tout ce qui se passe sur le local, qui bosse dessus. Et nous sommes deux groupes qui sommes en train de bosser sur l'international. Et nous nous entraidons, en fait. Le problème qu'on a aujourd'hui, le local, en fait, la justice locale serait la solution parfaite pour nous. Déjà, parce qu'on veut que la justice se fasse dans notre pays. Et deuxièmement, parce que, qu'on le croit ou pas, la justice locale est beaucoup plus proche que la justice internationale. On ne veut pas une justice internationale. Et aujourd'hui, on a un juge, le juge Bittard, qui est presque. C'est juste qu'ils ne sont pas en train de le laisser sortir son rapport final, enfin. Nous avons des avocats qui sont qualifiés pour. Le bureau d'accusation aujourd'hui, je sais pas, on n'a pas parlé de oui, ça. Il faut remercier aussi toutes ces personnes qui travaillent bénévolement pour nous faire exactement. arriver Donc à la justice. Nous venons de gagner un dossier très important, qui est le dossier de Savaro. Et ce dossier-là, il ne faut pas oublier que ce dossier-là a été mené par le bureau d'accusation libanais, avec l'aide d'une compagnie anglaise, Descartes, mais c'est eux. Et en fait, ce gars montre qu'aujourd'hui, ce bureau d'accusation, quand on le laisse travailler, il y arrive. C'est très important de noter ça. C'est pas lui qui n'arrive pas à bosser au Liban, c'est juste qu'on ne le laisse pas. Et une fois qu'on le laisse, ça aboutit. Donc j'ai de l'espoir en la justice libanaise. C'est juste que nous voulons juste mettre toutes les chances de notre côté. Nous avons tous espoir. Et voilà. Ce n'est pas une justice à l'international. Ce n'est pas une justice à l'international. C'est une porte ouverte. C'est ça. Voilà, qui pourrait... Ou un moyen de pression pour faire avancer les choses. Oui, parce que là, cela fait des mois, comme vous le disiez, Cécile, où il y a ce blocage, où ça n'avance pas. Et d'ailleurs, j'avais une question que l'on se pose parfois. Est-ce que le juge Bittard est en danger? Je crois que oui, il est en danger parce que ils sont effrontés à un tel point qu'une fois, ils ont envoyé un responsable d'un parti politique, le Hezbollah, au palais de justice pour le menacer. C'est-à-dire qu'il est en danger. À propos du local, je veux vous dire que moi, je crois qu'il y a des juges qui sont dignes de confiance. Ce sont ceux qui travaillent conformément à la loi, comme le juge Tariq Bittard, mais il y a des juges qui travaillent en obéissant aux partis politiques ou bien à des chefs qui l'ont nommé dans leur poste. Alors ce sont comme le parquet à Ouaïdit. Comme le juge à Ouaïdit. Oui, il a empiété sur les prérogatives du juge d'instruction. Il a pris une décision inédite
Jamais une personne n'était aussi effrontée et de prendre une décision qui est illégale. De cette façon, il a libéré tous les détenus du dossier sans qu'il en soit compétent. Il a usurpé le pouvoir, c'est inédit ce qu'il a fait. Comme on peut le voir aujourd'hui, il y a de nombreuses violations dans le dossier, des violations juridiques, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui, Tracy, puisque vous m'aviez dit que vous croyez encore en la justice libanaise, Ouais. comment ça se fait que vous y croyez encore? Écoute, 2 raisons. La première raison, c'est nous. Nous sommes tous déterminés à avoir cette justice. Cette justice n'est pas une option, cette justice est notre droit. Et nous y arriverons. On ne lâchera pas, on y arrivera. Je pense qu'on est un peuple qui manque de détermination un peu, on lâche très vite. Et là, ils sont tombés sur un groupe de victimes qui ne lâchera pas et qui sont déterminés. La seconde raison, c'est que je pense et je crois que malgré toute cette classe politique qui est en train de nous pourrir la vie chaque jour, qui est en train de détruire un pays, je crois en un peuple libanais ou une grande partie d'un peuple libanais qui a beaucoup de capacités et qui comme Cécile a dit, c'est des juges, des avocats qui nous aideront à arriver à cette justice. Je crois en la capacité de ces gens et un de ces jours, on y arrivera. Et est-ce que, vous savez, l'union fait la force. Ouais. Est-ce que toutes les familles de victimes sont sur la même longueur d'onde? Parce qu'on entend souvent et on lit souvent qu'il y a des voix un peu qui sont un peu dissonantes par rapport à ce dossier. Écoute Lynn, je pense que les gens aiment bien en fait. Nous n'avons jamais montré, il n'y a pas de raison pour que les gens pensent ça. Les gens pensent ça parce que nous sommes 3 collectifs différents. Aujourd'hui, il y a 236 victimes. Les regrouper tous dans un collectif ou dans un groupe, c'est impossible à faire. Ces 3 groupes, il y a les parents des victimes du port qui sont surtout focalisés sur la justice locale. Et il y a le collectif du 4 août qu'on a monté Paul et moi, qui comporte non seulement des victimes, mais aussi des blessés, mais aussi des NGOs, mais aussi des gens qui sont juste intéressés par le 4 août. Et il y a la brigade des pompiers, ces gens, c'est un cas à part. Tout ça, c'est des martyrs, en fait. Et même leur dossier de justice est complètement différent. Ce sont des gens qui ont été envoyés pour se faire tuer au port. Donc c'est la seule raison pour laquelle on est à 3. Mais on travaille toujours ensemble. On coordonne toujours ensemble. Ensuite, est-ce qu'il y a des malentendus de temps en temps? On est 250, on est victimes, on n'est pas des gens très équilibrés en fait tout le temps. C'est normal. Chacun veut la justice pour son pays et pour ses gens. Donc il y a de temps en temps des malentendus qui se passent, c'est normal. Ça se passe en famille, ça se passe en couple, ça se passe avec des enfants. Mais nous allons vers le même but. Nous travaillons tous ensemble et nous collaborons tous ensemble tout le temps. Et vous le verrez d'ailleurs ce vendredi dans une image très triste mais très imposante que nous montrerons. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui se joigneront à cette marche. Un mot de fin à propos de cette enquête locale, Cécile, une enquête que vous suivez, vous, de très près. Je vois que le juge Tariq Bitar, il est très innocent, il est très honnête. Il a fait face à une classe politique qui est corrompue. Il n'a pas peur de personne. Il se dit maintenant qu'il est encore en charge de ce dossier. Il ne se dessaisit pas pour des raisons banales et non fondées. C'est pour cela qu'on a confiance dans les investigations locales. Merci beaucoup. Tania, un mot de fin avec vous sur ce qui est prévu ce vendredi. Alors nous nous rassemblerons tous et toutes à la caserne des pompiers, à la quarantaine, à 16h vendredi prochain. Et nous marcherons à 17h vers le port de Beyrouth. Alors je comprends qu'il fera chaud et j'aimerais lancer un appel pour que nous soyons nombreux. Alors si les gens ne peuvent pas venir jusqu'à la caserne, nous comprenons, nous aimerions les voir au port avec nous. Je ne vais pas divulguer le programme, mais je dirais que nous allons tous crier notre douleur
intacte après 3 ans et notre colère face à une justice qui tarde à venir. Merci Tracy, Tania, Cécile d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre force, votre détermination et votre courage sont admirables. De très nombreux Libanais sont avec vous et cette émission le sera toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant de clôturer cette émission, je pense à des personnes que j'ai personnellement connues ou dont je connais les proches et j'aimerais les citer. Gaïa Foudoulian, qui aimait tellement l'art, le design et les animaux. Diana Khouri, une mère de famille pleine de vie et de rêves qui décède devant ses jeunes enfants. Zena Zaharour, qui laisse derrière elle un jeune garçon de 11 ans qui ne veut plus revenir au Liban. Maria Pia Livadiotti Abou Sleimen, une mère et grand-mère de famille aimante et dévouée. Christelle Adem, jeune femme brillante qui a quitté la Suisse par amour pour le Liban. Et une association est lancée à son nom. Toutes mes pensées vont vers leurs familles, ainsi que les familles des 235 victimes qui ont perdu la vie ce 4 août 2020. Je le rappelle, ce ne sont pas des numéros, mais des personnes qui avaient une vie, des parents, des enfants, une famille, des amis, un travail, une passion, des rêves, et pour vivre au Liban, forcément, l'amour du pays. Et nous clôturons cette émission sur cette image qui les regroupe tous. Nous ne les oublions pas. Ici, Beyrouth et This is Beyrouth seront au plus près des événements qui ont lieu pour la 3e commémoration de l'explosion du port. Suivez-nous sur nos sites web et nos réseaux sociaux.